Ed è con grande davvero emozione che invito a raggiungermi sul palco, Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto II di Monaco. Merci, Monseigneur. Merci. On peut s'asseoir. Grazie Altezza per questa sua presenza, che è anche un ritorno al Gran Paradiso Film Festival, un ritorno nel Parco Nazionale Gran Paradiso, e che per noi è davvero graditissima. Qual è il ricordo che aveva di Cogno e del Parco Nazionale Gran Paradiso quando era stato nostro ospite come principe, ma non come principe sovrano? Adesso lo abbiamo come ospite principe sovrano. Ma innanzitutto grazie per la vostra accoglienza, la vostra ospitalità qui a Cogno e qui in questo parco magnifico del Gran Paradiso. Je vais répondre en français si vous permettez. D'accord. Je sais que tout le monde parle français ici. Presque. Je voulais dire que je suis bien évidemment très heureux d'être parmi vous ce soir, très heureux de revenir ici à Cogno et ici pour ce festival qui est un festival qui est à sa 22e édition, je crois, et qui a un rôle important comme beaucoup de festivals qui veulent promouvoir une certaine idée, une certaine vision des choses, et votre vision et le thème aussi que vous avez choisi cette année pour mieux comprendre et mieux vouloir s'engager pour que nous ayons tous moins d'impact sur notre nature, sur la nature et sur l'environnement en général. Et je crois que c'est extrêmement important, comme Luc Jacquet le disait maintenant, de faire passer ces messages non seulement à nos générations, mais aux générations à venir. Je crois que lorsque l'on peut montrer des ensembles naturels merveilleux qui ont et qui jouent un rôle et qui donnent des services énormes pour que l'on puisse vivre sur cette terre. Aussi, eh bien, il faut montrer non seulement leur beauté mais leur mécanisme et la façon dont ils fonctionnent. Et je crois que c'est comme ça que l'on arrivera à toucher le plus grand nombre de personnes et à les sensibiliser à mieux se comporter. Et pour faire cela, vous avez créé une fondation, la Fondation Albert II, qui est engagée sur ces thèmes et qui réalise vraiment un nombre incroyable de projets. Quels sont ces projets? Eh bien, écoutez, nous avons au cours des 13 années plus depuis la création de la Fondation, pu s'engager avec des partenaires dans plus de 450 projets à travers le monde, que ce soit pour la protection de la biodiversité, pour les changements climatiques et notamment la promotion de nouvelles énergies propres, de la mobilité propre, et puis de tout ce qui est, bien sûr, lutte contre la déforestation, lutte contre les différentes formes de pollution, et puis tous les problèmes liés à l'eau, à l'accès à l'eau, à la gestion de l'eau. Et donc ce sont, grâce à toutes ces sollicitations que nous avons eues, et puis aussi bien sûr nous avons soutenu plusieurs actions de médiation et de sensibilisation, comme les extraordinaires films de Luc Jacquet, mais aussi d'autres, des colloques, des
des rencontres, des conférences, donc tout ce qui peut amener à une meilleure compréhension. Et je dois dire que au cours de ces années, et avec les nombreux partenaires et les nombreux partenariats que nous avons pu nouer, eh bien, je pense que la Fondation a su remplir son rôle et n'a pas été juste une autre fondation parmi tant d'autres qui se préoccupe de ces problématiques, mais j'espère qu'on a pu avoir un impact positif, non seulement sur les écosystèmes que nous essayons de protéger ou sur des actions particulières de sensibilisation, mais aussi pour venir un peu en aide aussi aux populations locales, que ce soit ici en Europe ou ici à nos portes, mais aussi à l'autre bout du monde, puisque nous avons pu mener à bien des projets sur tous les continents et dans les régions arctiques, dans les pays les moins avancés, sans oublier bien entendu notre région méditerranéenne qui est à nos portes et qui est aussi très sensible à tous ces changements. Et un projet a eu un impact direct sur le parc national du Grand Paradis en particulier. Ça a été la réintroduction du gypaète barbu, de 12 gypaètes barbus dans le parc du Mercantour et le parc des Alpes-Maritimes. Mais maintenant, nous, on voit sur nos ciels le gypaète, qui est le même gypaète que, grâce à l'action de la Fondation Albert II, a été réintroduit sur l'arc alpin. Ben écoutez, merci. Oui, je crois que ça a été une grande réussite, un grand succès, cette réintroduction. D'abord, toutes les réintroductions d'espèces dans des milieux naturels est un moment important, mais je crois que le gypaète barbu a été symptomatique de cette volonté de vouloir de plusieurs groupements, de vouloir unir leurs efforts pour réintroduire cette espèce emblématique de l'arc alpin. Et je suis vraiment très très heureux qu'on ait pu participer à ce grand effort qui, j'espère, va encore connaître du succès dans les années à venir. Mais je sais qu'il faut être très très vigilant pour que cette espèce puisse continuer à vivre et puis à avoir aussi des générations qui vont suivre et qui vont pouvoir On a eu 3 nids ici dans le Grand Paradis, dans les 3 vallées cette année, donc c'est déjà formidable. Un résultat important. C'est très très important et je vous en félicite beaucoup. Le Grand Paradiso Film Festival s'occupe de nature, bien sûr, mais aussi de cinéma. Et alors, comment ne pas parler de votre mère qui a eu un rôle aussi important dans le cinéma international, c'est-à-dire de Grace Kelly. Est-ce que je peux vous demander un petit souvenir personnel de votre mère, Grace Kelly? D'abord, je dois dire que pour faire le lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi, bien sûr, mon père nous a sensibilisés à toutes ces questions-là, mes sœurs et moi-même, mais ma mère aimait beaucoup faire des promenades en moyenne montagne ou en montagne. Et donc, c'est un peu aussi grâce à elle que j'ai pu continuer et développer mon rapport avec la nature. Et donc, c'est bien sûr, je peux vous raconter des tas d'anecdotes de ce qu'elle m'a raconté sur différents tournages des films, des grands films que vous connaissez, auxquels elle a participé. Mais je crois que c'est ça aussi, c'est sa grande sensibilité qu'elle avait pour tout ce qui touchait la nature et pour vraiment pouvoir se ressourcer un petit peu lorsqu'on est dans un milieu naturel. Et c'est ça que je voulais lui rendre hommage et la remercier pour cela.
parce que je pense que je ne sais pas si j'aurais eu cette sensibilité-là si je n'avais pas participé avec, on était pas uniquement la famille, mais quelques amis à faire ces promenades en montagne au bord de la Méditerranée. Alors, on la remercie nous aussi. Et elle vous a poussé aussi au sport. Vous êtes un grand champion de bob. Vous avez participé grand champion, petit. Racontez-nous l'expérience sportive et surtout aussi l'expérience d'aventurier. Vous avez été le premier souverain à arriver au pôle Nord. Mais écoutez, je crois que le sport aide beaucoup surtout quand on fait du sport à haut niveau et des compétitions de haut niveau. Il y a toute une préparation qui est exigeante et qu'il faut faire si on veut avoir des résultats. Mais c'est aussi ça vous forge non seulement physiquement, ça vous construit physiquement, mais ça vous construit mentalement aussi. Et c'est cette approche et les leçons que l'on peut tirer lorsque l'on veut non seulement atteindre un objectif, mais aussi qu'on demande à son corps plus que l'on lui demanderait d'habitude et que l'on rencontre des échecs ou des succès, et bien je crois que c'est ce qui nous renforce, c'est ce qui nous rend plus forts, et c'est ce qui nous permet aussi d'aborder des autres expériences de la vie, comme celle d'aller dans des contrées, dans des lieux de notre planète qui sont hostiles et qui ne sont pas très abordables pour nous les humains. Et ces régions polaires, que ce soit en Arctique ou encore plus en Antarctique, ce sont des régions très belles, mais très difficiles et très inhospitalières pour l'homme, mais qui aussi sont très fragiles. Et lorsque l'on fait l'effort de s'y rendre et de pouvoir aller à la rencontre de personnes qui les connaissent bien et qui travaillent là-bas, les scientifiques qui étudient ces régions depuis très longtemps, eh bien, on peut apprendre beaucoup de choses, mais aussi on peut apprendre beaucoup de choses sur soi-même, ce qui rejoint un petit peu l'expérience du sport, qui nous aide à surmonter des obstacles et qui nous aide aussi à nous mettre en condition pour pouvoir surmonter ces difficultés. Et aussi peut-être pour organiser un État comme la Principauté de Monaco qui j'imagine n'est pas simple votre rôle parce que il s'agit de l'État le plus petit au monde après le Vatican, mais qui a une économie gigantesque, qui a des aspects complètement innovants aussi, et qui est basé sur une culture qui est trilingue, un style glamour. Et comment est-ce que vous imaginez dans un monde qui est en train de changer, de maintenir dans l'Europe qui sera l'Europe du futur, cet équilibre d'un petit État qui est quand même qui guide sur différents plans les autres? Écoutez, je crois que tout simplement, ce que j'ai essayé de faire avec le gouvernement de la Principauté, c'est de l'amener, bien sûr, dans ce nouveau siècle, tout en gardant nos spécificités, mais tout en essayant de se diversifier et de diversifier notre économie le plus possible. Maintenant, vous parlez de petit État, certes par la taille. Maintenant, on a pu, grâce aussi à l'action de mon père et des personnes qui l'ont aidé
à amener la principauté dans la modernité, de continuer sur cette lancée. Petit seulement en dimension, hein. Seulement en dimension. Mais je vais vous dire que petit par la dimension, mais il y a les mêmes problèmes. Vous savez, il y a les mêmes problèmes que pour des pays de taille plus grande. C'est l'échelle qui est différente, mais les problèmes sont les mêmes. Et pour cela, il faut vraiment non seulement travailler avec les personnes qui vous aident à résoudre ces problèmes, mais aussi avec une grande concertation et aussi maintenir les équilibres qui font que votre pays a pu arriver jusque-là, mais aussi pour essayer d'entrevoir l'avenir avec le plus de sérénité possible, mais aussi avec cette nouvelle dimension qui est la durabilité. Si on arrive à se développer, et ça n'est pas contre le développement économique du tout, c'est trouver, il y a de nouvelles opportunités avec tout ce qui touche à la durabilité, mais nous devons aller vers un monde dans une économie décarbonée, bien sûr, mais vers un monde plus durable, parce que ce n'est uniquement que comme cela que l'on arrivera à entrevoir l'avenir. Vous avez un projet sur cela, sur le 2050, exactement sur la principauté. Mais nous avons, avec l'accord de Paris, nous avons pu exprimer comme tous les pays d'ailleurs, tous les pays signataires de l'accord de Paris, de la COP21, c'est-à-dire même des objectifs assez ambitieux pour n'importe quel pays. C'est une réduction de 50% des émissions à 2030, à l'horizon 2030, et à l'horizon 2050 d'être carbone neutre, d'être neutre en carbone à l'horizon 2050, ce que d'autres pays aussi ont annoncé, mais je sais que dans beaucoup d'autres pays, il y a un certain retard sur ces objectifs, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais nous sommes sur une bonne lancée pour y parvenir. Et cela, j'en suis très heureux grâce à l'implication non seulement du gouvernement, mais de la société civile, des industriels à Monaco, et de la plupart des sociétés à Monaco et de toute la société civile. Eh bien, je pense que nous allons atteindre ces objectifs. On vous le souhaite bien sûr comme modèle. Et maintenant, on va clore avec une dernière question. Voilà la réalité, mais quel est le rêve du prince Albert II? Un rêve. Moi, le rêve, c'est très simplement, ça rejoint votre dernière question, c'est que tout le monde, c'est que tous les pays se tiennent à leurs objectifs qu'ils ont annoncés, et même aussi les pays qui veulent sortir de l'accord de Paris, je leur demanderai humblement de reconsidérer leur position, car ça n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile d'arriver à un accord. C'est un accord international, dans le cadre onusien, bien entendu, mais c'est un accord qui nous permet d'avoir des objectifs à moyen et long terme. Et si on n'arrive pas à s'accorder sur un accord international et qu'on veuille le remettre en question tout le temps pour des questions malheureusement très terre à terre et bassement économiques, et d'une économie basée sur d'anciens principes, eh bien on n'arrivera à aucun résultat. Donc il faut absolument que l'on se tienne et que l'on fasse tout pour atteindre ces objectifs et pour aller, comme je le disais tout à l'heure, vers un monde plus durable, plus équitable et plus juste. Merci, Monseigneur. Merci pour ce rêve et pour votre engagement. Merci. Alors, adesso il momento più solenne. Voilà. Le prince nous
donnera un message officiel au public du Gran Paradiso Film Festival. Merci. Je vais peut-être demander un petit verre d'eau, s'il vous plaît, parce qu'il fait assez chaud ici. Signor Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, signore e signori assessori, signor Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, signor Presidente della Fondazione Grand Paradis, signora Direttrice della Fondazione Grand Paradis. Non, je crois qu'un micro, ça suffit. Voilà. Le mettre un peu. Voilà, signor Sindaco di Coni, autorità, signore e signori, eccellenza, cari amici, sono felice di essere oggi, stasera qui con voi e di avere il piacere di visitare questo magnifico Parco Nazionale Gran Paradiso. Questo piacere è dovuto innanzitutto alle straordinarie realizzazioni di questo parco e alla sua formidabile ambizione. Ces réalisations sont en effet, ce sont ces précieux écosystèmes préservés. Ce sont ces populations de bouquetins, de marmottes, de chamois et de lynx qui ici sont protégées. Ce sont ces aigles royaux et ces gypaètes barbus, un oiseau qui, comme je l'ai dit il y a quelques instants, m'est particulièrement cher car j'ai beaucoup œuvré à sa réintroduction dans le parc national du Mercantour. Ce sont tous ces oiseaux majestueux que nous pouvons admirer ici. L'ambition de ce parc, c'est de permettre à la faune et à la flore sauvage de continuer à vivre malgré l'omniprésence de l'homme. Cette ambition est absolument fondamentale et elle est la condition nécessaire à la préservation des équilibres de notre planète. Nous sommes en effet à un moment crucial. Chaque année, chaque mois, les scientifiques nous alertent au sujet des menaces pesant sur la biodiversité mondiale. Le dernier rapport de l'IPBES, il y a quelques mois, nous a ainsi appris qu'1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre et du fond des océans. 1 million sur un total de 1,8 million d'espèces animales et végétales aujourd'hui connues. Cela veut dire qu'une espèce sur 8 est en danger de disparaître. Chez les vertébrés, cela représente 25% des mammifères et 39% des mammifères marins, 41% des amphibiens, 19% des reptiles et 13% des oiseaux. Dans le règne végétal, les taux s'échelonnent entre 16% et 63% selon les espèces, avec par exemple un risque de 34% pour les conifères. Il convient de noter en outre que nous ne connaissons qu'une faible partie des espèces vivantes et que nombre d'entre elles disparaissent ou ont déjà disparu sans que nous puissions en mesurer la perte. Il convient de noter surtout que la mécanique de destruction s'emballe. Si rien n'est fait pour l'arrêter, les experts annoncent une nouvelle accélération du rythme mondial d'extinction. Alors que nous comprenons enfin l'ampleur et les mécanismes qui risquent de conduire à cette 6e grande ère d'extinction, nous nous trouvons donc face à des responsabilités historiques. Nos choix d'aujourd'hui décideront sans doute d'une partie de l'avenir de notre monde. Or, nous disposons de moyens scientifiques qui nous permettent de comprendre la situation et nous avons les moyens politiques d'agir. Ce ne fut pas toujours le cas car les enjeux ont évidemment mis longtemps à apparaître, les problèmes à révéler leur logique, les solutions à faire preuve de leur efficacité et les volontés à se mobiliser. Ce fut un long mouvement dont il n'est pas anodin de constater qu'il a pris naissance dans sa forme moderne il y a 1 siècle et demi, à peu près, au moment où le roi Victor Emmanuel II a créé ici une réserve royale. Le moment fut celui où apparaissaient les dégâts d'une activité économique et manufacturière au développement accéléré. Il fut aussi celui où apparut une nouvelle vision, plus scientifique et plus systématique du vivant. Ce fut notamment le moment où Darwin publia ses premiers travaux montrant les logiques d'évolution et d'apparition, et donc de disparition des espèces. Bien sûr, tous ces événements n'étaient pas directement liés, mais ils témoignent de la naissance d'un mouvement profond dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. C'est le cas
À Monaco, où l'exigence de la préservation de la nature prend une résonance particulière, grâce à la lucidité de mon trisaïeul, le prince Albert Ier, il régnait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il fut un ardent promoteur de ce nouveau rapport à la nature. C'est aussi le cas dans ce parc du Grand Paradis, bien sûr, qui perpétue en l'adaptant et en la modernisant la noble tradition inaugurée naguère par Victor Emmanuel II. Au cours de ces dernières décennies, en particulier, nous avons assisté à une prise de conscience mondiale, à un mouvement inédit par son importance et sa rapidité. Ce mouvement a connu un tournant lors de la conférence de Rio en 1992, le premier des grands rendez-vous internationaux sur l'environnement auxquels j'ai pu participer avec mon père, le prince Régnier III. À cette occasion, en effet, c'est à cette occasion que fut adoptée la Convention sur la biodiversité, sur la diversité biologique, son préambule proclamait à la fois la préoccupation commune à l'humanité et la responsabilité des États pour la conservation de cette biodiversité. Ces deux affirmations complémentaires, celle de l'universalité des enjeux et celle de la responsabilité de chacun, sont aujourd'hui encore au centre des problématiques qui m'occupent et qui, je crois, nous occupent tous ici. À cet égard, la COP15 de la conférence sur la diversité biologique, qui se tiendra l'an prochain en Chine, sera d'une importance et ce sera une échéance déterminante. J'y travaille déjà avec la diplomatie de la principauté et avec ma fondation. De même, nous travaillons à des négociations plus ciblées, comme celles qui se tiennent actuellement à l'ONU sur la biodiversité en haute mer, un sujet essentiel pour l'avenir de notre planète, dont la haute mer couvre, comme vous le savez, plus de la moitié. Mais ces chantiers planétaires de moyen ou de long terme ne doivent pas nous dispenser d'utiliser toutes les solutions qui fonctionnent dès à présent, ici et maintenant. Nous ne devons pas attendre de pouvoir sauver toute la biodiversité pour sauver quelques espèces, quelques individus, quelques plantes, quelques écosystèmes. Au contraire, nous devons agir à tous les niveaux face aux effets destructeurs de l'expansion humaine. C'est ce que fait ma fondation, qui depuis 13 ans se consacre activement aux enjeux de climat, d'eau et de biodiversité. Nous le faisons en finançant des travaux de recherche scientifique, en nouant des partenariats avec de grandes institutions internationales, en soutenant des initiatives locales de protection de la nature, en développement des programmes de sensibilisation du plus grand nombre aux causes qui nous mobilisent. C'est dans ce cadre que nous avons notamment soutenu avec le gouvernement de la Principauté le film de Luc Jacquet, La montagne aux histoires, que nous aurons le plaisir de visionner dans quelques instants et qui commémore le 40e anniversaire célébré il y a quelques jours du parc national du Mercantour. Car l'une des tâches qui aujourd'hui s'impose à nous, si nous voulons réellement changer les rapports de l'humanité avec son environnement, c'est de faire évoluer les mentalités, de faire prendre conscience à nos contemporains de l'importance des espèces qui les entourent, de leur fragilité également, mais surtout du rôle de chacun de nous. C'est précisément la belle mission qui guide l'action du Parc national du Grand Paradis, permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de la biodiversité et de la nécessité de s'en préoccuper. Cela passe ici par des activités qui permettent à tous, petits et grands, de mieux prendre conscience de la beauté et de la fragilité des écosystèmes et de leurs habitants. Et cela passe aussi par ce Grand Paradiso Film Festival dont nous anticipons en quelque sorte la 22e édition. Cette remarquable initiative contribue depuis 1984 à offrir un autre visage sur la nature et à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la biodiversité. J'espère qu'elle rencontrera cette année encore un écho important, car plus que jamais, nous avons besoin du soutien de tous. Nous avons besoin de votre travail, dont j'ai pu percevoir aujourd'hui la difficulté, mais également admirer les résultats. Nous avons besoin du soutien et de la mobilisation du public, qui est de plus en plus fidèle au Grand Paradis et à ses initiatives. Et nous avons besoin des pouvoirs publics qui doivent comprendre que la biodiversité n'est pas un luxe,
mais bien, et pas une lubie de militants écologistes, mais bien une nécessité. C'est une nécessité vitale et universelle qui doit nous réunir et qui exige de la part de nous tous des efforts importants. C'est bien ce que disait le grand écrivain français Chateaubriand lorsqu'il constatait que, je cite, « Partout où les arbres ont disparu, l'homme a été puni de son imprévoyance ». Et c'est bien de ce qui nous réunit aujourd'hui, la nécessité de sauver faune et flore, d'empêcher les arbres de disparaître pour que nos enfants ne soient pas trop punis de l'imprévoyance coupable dont nous avons si longtemps, hélas, fait preuve. Bon festival à tous, je vous remercie.